Merci, Monsieur le Président. Comme je vous disais, on avait des invités. Alors, nos invités, évidemment, il y a Monsieur l'ambassadeur qui n'est pas encore là, mais il y a une délégation de l'ambassadeur qui est là, en la personne de son conseiller politique, et voilà, qui est là. Excusez-moi, votre nom, s'il vous plaît? Pardon? Monsieur Barry. Monsieur Barry, voilà, donc ce sont les personnels de l'ambassade qui sont là. Et nous avons d'autre part Monsieur Roger Congo, rédacteur en chef Afrique, rédaction, et qui est à mes côtés, voilà, à qui on va donner la parole. Nous avons aussi des personnalités, donc il y en a un qui s'est présenté tout à l'heure en la personne du doyen d'enseigner Kamara. Et voilà, donc sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Roger Mongo, rédacteur en chef, qui va s'exprimer sur l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Merci infiniment pour la parole. Merci, même si la salle est là que j'ai fait non, ça va. Ces informations-là soient transmises à quelle personne qui souhaite avoir effectivement, quand on parle de cette maladie, de l'épidémie Ebola, on regarde l'Afrique, c'est, comme je dis toujours, c'est un village à près d'1 milliard d'habitants, et normalement, en 2050, on sera à 2 milliards. Donc, on vient de alors, quand on revient sur cette épidémie qui est l'Ebola, ça a commencé en fait au Soudan. Ça a traversé le Soudan via la rivière qui s'appelait l'Ebola. Et cette rivière, c'est entre le Soudan et la RDC, c'est en 1967. C'est à partir de là, on donnera le nom de cette maladie. C'est des noms de rivières que l'Ebola porte aujourd'hui. Alors, quand on regarde de 1967 jusqu'aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait grand-chose en termes de prévention, en termes aussi d'information sur cette épidémie. En 1967, il y a eu 200 personnes qui ont été infectées par ces virus. Un relevé de souche pour la santé. C'est à partir de là qu'il y a eu ces cascades de décès et 250 victimes en 1995. On passe de 287 victimes en 2016. Et en 2012, on se retrouve avec 39 victimes recensées par l'Organisation mondiale de la santé. On se rend compte d'une seule chose, qu'il y a une baisse au niveau de la propagation de cette maladie. Pourquoi? Parce que la RDC, si vous voulez, a été s'est préparée à cette maladie, nantie de plusieurs organes à l'intérieur du pays pour éradiquer, pour en fait empêcher cette maladie de se développer, cette virus de se développer. Et alors, grâce également, parce que vous vous souvenez, en RDC, il y a plusieurs congrégations religieuses, vous savez, les anciens colons qui sont venus, ils ont ramené ce qu'on appelle les missionnaires. Les missionnaires ont établi leur base dans presque toute la République démocratique du Congo. Et à travers ces bases, ça a permis à nos gouvernants de bien contrôler, en fait, si vous voulez, cette maladie via la Belgique, via la communauté des relais. Parce qu'il y avait des antennes entre l'Occident et ces communautés-là qui sont toujours en délai. On peut observer. Alors, beaucoup de gens, aucun disait que voilà, c'est une maladie envoyée par les Occidentaux. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette polémique stérile. Et les gens disent, voilà, pour déstabiliser un pays, alors on éjecte cette maladie dans telle zone pour provoquer la tension. Et les ONG viennent derrière, à travers ces ONG-là, il y a des discussions de gens qui regardent ce qui se passe à l'intérieur du pays. Voilà où il y a des richesses pour faire écarter en fait la population, afin qu'eux viennent mettre leur matériel afin de faire leur prospection. Voilà, ça c'est en termes de polémique autour de cette maladie. Alors on peut dire
cette chose. Cette maladie depuis que ça existe depuis 2076, il y a que 1500 victimes, 1500 personnes décédées. Or, le laboratoire, pour rendre en fait ce qu'on appelle un investissement par rapport à leur recherche fondamentale, il faut beaucoup de victimes. C'est malheureux à dire. Il faut énormément de victimes. Il faut qu'aussi ces victimes-là soient touchées en Europe, là où il y a l'Occident. Comme ça n'a pas touché l'Occident, comme ça n'a pas touché encore l'Europe, les gens ne s'inquiètent pas. Donc on peut voir par rapport, si on comparer l'Institut Pasteur à comparer avec la rage. La rage, ça fait quoi 50 000 victimes. Voyez-vous, donc là, comparé avec l'Ebola, touché en Afrique, vous savez, les Africains, quand les Africains meurent, vous savez comment les choses se passent. On passe le radar de la presse sur cet événement, et puis après le lendemain, les gens oublient. Mais ce qu'on doit faire par rapport à nous-mêmes, il y a des problèmes qui se passent au niveau de l'Afrique, quand la carte du voisin brûle, on ne regarde pas la carte du voisin. On est occupé à faire autre chose. Or, il y a des signes par rapport à cette épidémie. 4 fois les donc les autorités sanitaires de l'Afrique, c'est la de l'Union africaine, devaient s'inquiéter de cette situation, avoir des dispositifs afin que le pays de la Guinée aujourd'hui soit rempli de soucis pour éradiquer en fait cette épidémie. On connaît l'origine de cette épidémie, cette virus. On le connaît. Ça vient de la chauve-souris. Je ne peux pas vous faire des démonstrations parce que vous avez les éléments par rapport à cela. Ça vient également de la viande de gibier mort où on ramasse dans la forêt, on mange, ça se transforme de l'assiette à l'homme, vous voyez, et ça vient également de ce qu'on mange beaucoup de primates, de viande de singe, etc., que nous, les Africains, nous semons beaucoup. L'Afrique centrale, on a attrapé en fait un RPC à cause de cela. Ça s'est passé à Cuba, chez nous, c'est le nord-ouest de la RPC, là où les gens ont l'habitude de manger la viande de singe. C'est à partir de là, il y a une transmission directe à cela. Mais avec la prévention, avec le travail fourni par les ONG que je parlais tout à l'heure, hier avec la Belgique, on a essayé d'éviter que cette maladie arrive à Kinshasa. Parce que c'est par la voie fluviale que ça peut traverser. Alors quand je parlais de l'Afrique, 850 millions d'habitants, 1 milliard d'habitants, parce qu'on n'a pas comment le chiffre. Mais il faut faire attention avec nos affluents, avec nos rivières. C'est avec ça peut être à travers nos forêts. Ce climat peuvent percuter aujourd'hui la RDC circule de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest pour montrer simplement qu'on a failli par rapport à quelque chose. On n'a pas mis en exergue, on n'a pas mis en avant la prévention. Mais aujourd'hui, on est en train de dire que la maladie n'est pas isolée. Les chercheurs ne font absolument rien, mais en définitive, c'est nos gouvernants qui devaient s'en charger pour pouvoir faire la campagne télévision, la radio et la presse. Mettre de moyens en place afin d'éviter aussi les systèmes de dérive, comme on dit, mortuaire, qu'on utilise en Afrique. On est en contact direct avec la personne chez nous décédée pour pouvoir faire ce qu'on appelle lever de corps, etc., nettoyage du corps, tout cela, ça se transmet à travers ces éléments-là. Donc c'est hautement transmission. Donc je pense que la seule chose que nous devions faire, nous, Africains, c'est de créer en fait une mutualisation en termes sanitaires. Quand il y a un problème qui se passe en Afrique centrale, le lendemain, quelques années plus tard, ça peut toucher, bien entendu, l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique, bien entendu, de l'Est. Si on regarde là où c'est parti cette maladie, ce virus, c'est l'Afrique centrale. Où, dans l'Afrique centrale, ça peut créer, en fait, entre guillemets, des ramifications pour la transmission de cette maladie. Donc, il fallait envoyer des experts en RDC, enfin, pour savoir comment la des cercles de verre pouvoir arrêter sur la propagation de cette maladie. Alors, nous comptons
par rapport à ce qui est nous ramener une bonne solution. Mais je pense, il me semble, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à même le président, on a connu des années pour avoir la thérapie. Dans la gravité, et après, maintenant, on peut accéder à ces traitements facilement. Il y a plusieurs années. Mais il faudra aujourd'hui que la conscience du gouvernement soit au-dessus, en fait, de nos considérations politiques. Quand vous allez au pouvoir, il y a cette chose, c'est leur, bien appelé environnement immédiat, qui regarde ou ne regarde pas, c'est le peuple qui récolte la situation. Voilà, donc je ne suis pas là à rentrer dans le code de l'État, mais il y aura peut-être des questions tout à l'heure concernant cette fièvre hémorragique qui est très violente. Mais cette chose qui est sûre, donc on progresse par rapport à la prévention. Alors la prévention, c'est bien, mais il suffit aussi de mettre les siens, de mettre aussi la volonté politique par rapport à ça. Merci. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas en train de polémiquer ni de désigner des coupables possibles, c'est juste en tout cas de voir les choses plus larges et surtout de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Parce que ce qui n'a pas été fait, est-ce qu'on a des actions correctives pour en tout cas changer ça, pour éviter surtout la propagation de la maladie. Je sais que nous avons besoin de ce plan familier pour le développement de la Guinée et de la paix. Madame Tigre, applaudissez Madame Tigre, on a besoin des Guinéens. Madame Adia, levez-vous. On a besoin des femmes guinéennes pour le continent. La France est à côté, levez-vous. Plus que jamais, vos frères, maman, vos filles, venez au bout de votre pays. Vous en serez fiers et nous comptons sur vous. Je passe la parole à la jeunesse à condition que la jeunesse soit le fer de l'ordre pour lutter contre Ebola. Mettons ensemble Ebola. Merci. Donc, je passe la parole à Oui, oui. Il y a des gens qui demandent la parole dans la salle. Moi, je terminerai avec. Vous terminerez. Vous allez conclure ou Je conclue maintenant. Oui, laisse-le conclure. Je parlerai rapidement. Je vois qu'il y a une passion autour de ce virus, autour de cette épidémie. Et cette chose qui est sûre, on va se servir de l'expérience de la Guinée. La Guinée a fait un travail formidable pour leur reconnaître. C'est vrai qu'on devait se référer par rapport aux archives que la RDC détient sur les 4 périodes difficiles que ce pays a pu vivre pour essayer de le faire encore mieux. Mais c'est vrai, il faut saisir les autorités de la communauté africaine où il y a plusieurs communautés. Quand on commence par le Noir, par la SADC, on parle de toutes les communautés qui existent pour en fait se mettre ensemble, créer une dynamique pour gérer bien ces genres de situations difficiles. Il est évident que c'est vrai qu'on ne peut pas rattraper à chaque fois dans une situation, rattraper le virus et rattraper également le mort. Simplement faire un travail de communication pour faire de la sorte que l'autre pays ne pas la même chose. Et là, on voit au Sénégal, on a décidé 2-3 cas, au Mali aussi, quelques cas, on parle de Maroc, mais néanmoins, je vais répondre à la personne qui vient de partir. Je peux dire qu'il y a ce qu'on appelle le sas que la France a pu mettre pour essayer d'éviter que cette maladie arrive jusqu'ici en France. Je pense qu'il faut faire confiance aux autorités, faire confiance à leur travail. On ne peut en aucun cas se sujet à leur travail pour dire autre chose. Le travail qui est fait ici, c'est un travail associatif, c'est un travail formidable qui donnera aussi la possibilité aux gens d'avoir de l'aide, ça va venir avec l'ensemble voilà, des ambassadeurs qui est là, je vais pouvoir le saluer. Voilà, la situation est là. Donc, prenons l'exemple, ce qui s'est passé
peut faire autour de cette dynamique, de ce travail qui a été fait pour protéger notre pays qui pourront vivre cette situation qui est difficile. Hein. C'est une situation qui va perdurer. Il faudra tenir compte de cette chose. L'Afrique est la réserve mondiale des oiseaux. Les primates, ces animaux-là convergent, vont traverser toute l'Afrique et c'est qui aussi diffuse cette maladie. Voilà cette chose, la maladie par le virus. Voilà, merci. Merci pour ces précisions-là. Et donc là, nous venons de recevoir son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Mais je vais sans tarder donner la parole, hein, parce que nous, on a déjà avancé en travaux. Non, là, vous n'avez plus le temps. On va directement vous mettre dans le bain, parce que je pense que votre parole est attendue aussi, en tout cas dans ces moments assez critiques dans l'histoire de notre pays, en tout cas en ce qui concerne cette maladie qui sévit en ce moment en Guinée. Monsieur l'ambassadeur, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Chers compatriotes, je vous prie d'abord de m'excuser de ce retard. J'avais une autre manifestation à l'autre bout de Paris, à l'est de Paris. Ça fait 1h30 que nous sommes en voiture pour atteindre la place de la République. Le fait d'avoir organisé cette rencontre est la preuve que ce qui nous arrive à nous tous Guinéens. Nous sommes tous concernés et c'est ensemble que nous vaincrons cette épidémie. Et à ce titre-là, je ne peux que vous remercier d'avoir pris l'initiative, ensuite de vous être déplacés. Ce qui se fait au pays, nous avons essayé de prendre les mesures. Pour ceux qui regardent la télévision nationale, vous avez vu l'expert français hier dire qu'en moyenne, le délai de réaction est de 3 mois, mais qu'en Guinée, ce délai a été ramené à 2 mois pour la première fois dans la lutte contre cette épidémie. C'est dire l'engagement des autorités pour vaincre ce malheur qui nous arrive, mais c'est dans le malheur aussi qu'on reconnaît ses amis. Les partenaires se sont mobilisés à notre profit. Nous continuons cette mobilisation. Des initiatives sont prises partout où sont les Guinéens en France. Nous recevons tous les jours des associations d'étudiants, de jeunes, de travailleurs pour dire ce qu'ils peuvent faire pour le pays. Et nous sommes là aussi. Sachez que l'ambassade est là pour accompagner toutes ces bonnes initiatives et que nous ne ménagerons aucun effort pour réussir à circonscrire le mal et de le vaincre. Donc merci. Je pense que le premier conseiller qui est là, les amis qui sont là ont dû dire tout ce qu'il y avait à dire. Il n'y a rien à ajouter, que d'être solidaire de nos populations, qu'elles sachent que nous sommes là, que nous sommes aussi victimes de la même épidémie. Merci à nos compatriotes. C'est ensemble, tous les Guinéens ensemble, que nous réussirons ou nous échouerons. Alors faisons en sorte de réussir. En tout cas, merci infiniment de tout cœur avec vous. Donc merci beaucoup. Donc c'était un peu le mot de la fin. Je dirais simplement, comme je l'ai dit en introduction, qu'on a voulu inscrire l'action en 2 étapes. Cette première étape consiste à sensibiliser et nous comptons mettre en place une beaucoup plus grande organisation pour essayer de mobiliser les Guinéens avec toutes les composantes de la population, les artistes, les sportifs, etc. Donc Mazo rappelait tout à l'heure son implication pour mobiliser les sportifs autour de cette question-là, pour qu'on puisse sensibiliser et créer un élan de solidarité des Guinéens autour de cette question. Donc je vous remercie toutes et tous pour ce début que nous allons poursuivre ensemble. Et voilà, donc je signale. Voilà, donc, oui. L'adjoint au maire. Oui, d'accord. Donc la présence évidemment de M. Gassama et Mme qui est toujours avec nous dans tout ce qui concerne sa réélection, voilà, évidemment, que son Excellence félicite pour sa réélection dans la mairie du 20e. Et donc, je ne sais pas s'il y a des questions à poser, il y a eu pas mal d'échanges et on est pris par le temps. Donc je pense qu'il faut, voilà, qu'on se mobilise autour de la CHF
avec toutes les associations membres et non-membres et les personnes ressources pour qu'on puisse créer un élan de solidarité autour de cette question et qu'on puisse réussir avec la maladie comme nous le disons tous. Merci. Merci donc, pour votre attention. Amis téléspectateurs, nous sommes très heureux d'avoir en direct son Excellence Monsieur Amara Camara, qui est l'ambassadeur de la République de Guinée ici en France. Son Excellence, bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais savoir quelle est la situation actuelle par rapport à la propagation de l'épidémie d'Ebola dans votre pays. Depuis quelques jours, on a réussi à stopper l'avancée. On ne dit pas qu'on a vaincu, mais on a circonscrit l'épidémie. Et les premiers éléments signes, les signes positifs, on a eu 2 guérisons, ce qui n'était pas prévu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a eu un délai de réaction des plus courts, le délai normalement de 3 mois. Et nous avons mis 2 mois à réagir. Et nous avons eu le concours, toutes les bonnes volontés de nos partenaires sont venus en masse. Et dans ce drame-là, on a retrouvé beaucoup d'amis. Et ça se passe pour le meilleur. Nous essayons de faire le meilleur. Ce n'est pas facile. On a nettement moins de morts. Donc, c'est déjà un net progrès. Est-ce que l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Guinée est-elle la même que la fâcheuse épidémie d'Ebola qui a décimé une partie de la population dans l'ex-république d'Isaïr? C'est l'Ebola, mais c'est une variante encore plus sévère que la variante qui a sévi en Afrique centrale. C'est en ça que les spécialistes sont en train de voir quelle est l'origine, quels sont les signes, les vrais symptômes, et puis les signes, les cliniques, pour arriver à déterminer une riposte encore graduée. Cette riposte-là, nous sommes en train de la mettre en place. Et en même temps, les différents spécialistes sont en Guinée. L'Institut Pasteur français est en Guinée et seront mieux placés pour donner les indications techniques, médicales sur mais le mal est très très sévère. Monsieur l'ambassadeur, on nous dit que l'épidémie d'Ebola s'est transmise par la chauve-souris. Bon, il y en a plusieurs cas de transmission, mais la chauve-souris. Est-ce que le Guinéen mange la chauve-souris pour qu'il soit affecté par l'épidémie d'Ebola? Mais comment une chauve-souris peut impacter, peut transmettre la maladie à un être humain? C'est un aspect comme un autre. Tout ce qu'on ingère peut provoquer des maladies. Avant d'avoir Ebola en Afrique centrale, on mangeait bien des singes. Mais il a fallu que cela arrive. C'est-à-dire tout ce qu'on ingère, ce n'est pas une question de chauve-souris seulement. J'ai appris seulement ce matin qu'il y avait 2 catégories de chauves-souris. Les chauves-souris qu'on mange et la catégorie qu'on ne mange pas. Est-ce que cela fait partie? Je ne saurais vous répondre. Mais je ne peux pas, je n'ai aucune idée de la composition chimique des chauves-souris et de leur impact sur la santé humaine. Excellence, lorsqu'on sort d'ici, on voit tout de suite une voiture berline noire immatriculée corps diplomatique. On s'est dit que l'ambassadeur est ici. Alors, comment voyez-vous la communauté guinéenne? Est-ce que vous croyez qu'elle va se mobiliser pour faire face à cette épidémie? Quel est votre message par rapport à cette diaspora guinéenne qui est assez dynamique ici en France? En ce qui concerne la France, je peux vous rassurer que la communauté guinéenne tout entière s'est mobilisée pour soutenir, aider nos populations, mobiliser ici toutes les sensibilités, toutes les bonnes volontés pour aider notre pays. Et cela pour l'ensemble des communautés. Cette communauté qui est dynamique reste mobilisée. Elle comprend que cette épidémie concerne la Guinée, concerne les Guinéens, concerne toute la Guinée, concerne tous les Guinéens. Et c'est en ça que la communauté ici s'est mobilisée. En tout cas, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Amara Camara de la République de la Guinée, nous vous remercions d'avoir si gentiment répondu à nos questions et nous souhaitons vraiment que la Guinée puisse se sortir de ces mauvais passes qui, nous le disons, lorsque la Guinée est touchée, c'est toute l'Afrique qui est touchée dans son entièreté avec ses 54 pays. Donc nous espérons que l'épidémie d'Ebola sera éradiquée le plus rapidement pour que l'Afrique continue à être ces continents qui est hospitalier, dont les peuples sont des peuples transfrontaliers et avec beaucoup de valeurs et de cultures. En tout cas, Excellence, merci encore une fois. Merci pour votre soutien, merci pour votre solidarité. Merci au nom de tous les Guinéens de ce que vous faites pour la communauté noire en France. Merci beaucoup.
Merci, Son Excellence. Merci. Il y a encore un peu de bruit, mais on continue quand même cette interview, cette fois-ci avec M. Kadra Malik Diami, qui est le président de la KGF. C'est bien ça? La CAGF, tout à fait, la coordination des associations guinéennes de France. Voilà, alors qu'est-ce que vous pensez de cette réunion qui vient de se tenir aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la diaspora guinéenne est prête à répondre face au début, enfin pas au début, mais face à un grand défi, qui est celle de pouvoir éradiquer l'épidémie d'Ebola? Oui, je pense que la population guinéenne de France est parfaitement prête à faire face. C'est vrai que on a voulu marquer le coup sans prendre le temps nécessaire pour mobiliser tous les Guinéens, mais comme c'est une organisation qui va se faire en 2 étapes, je pense que la prochaine étape donnera un élan de solidarité, mais déjà la mobilisation et les contributions qui sont faites ne sont pas négligeables. Quel est l'état de lieu actuel concernant cette épidémie d'Ebola qui est faucheuse au niveau de la République de la Guinée? Donc selon le ministère de la Santé, c'est plutôt en régression. La maladie est plutôt en régression, ça a été contenu dans les foyers et donc nous espérons que cela va continuer et il y a un pourcentage de guérison qui est plus élevé à Conakry que dans les régions, mais la tendance est la baissière selon ce qui est donné par les autorités, les informations données par les autorités. Oui, Monsieur Katra, je voulais savoir, vous savez très bien qu'en Afrique, lorsque quelqu'un est malade, la famille veut venir toucher les corps, etc., etc. Or, on nous dit que rien que par la salive, l'Ebola peut se transmettre. Alors, est-ce que les Guinéens font très attention par le mode de transmission qui est, enfin, la transpiration, la salive, etc., tout ce qui est élément liquide? Est-ce que on peut dire que la population guinéenne est assez sensibilisée là-dessus? Oui, il y a une campagne de sensibilisation qui est menée sur le terrain à la fois par le gouvernement et les organisations non gouvernementales. Je pense que la sensibilisation est assez poussée et la population est consciente de cette situation-là et nous sommes nous-mêmes en contact direct avec nos frères, nos sœurs qui sont sur place. Ils sont assez sensibilisés sur la question. Mais on n'est jamais trop sensible, il faut continuer à informer pour indiquer les modes de transmission et les modes de protection des populations. Mais alors qu'est-ce qui fait que le gouvernement guinéen a démarré en retard? Est-ce que ça c'est une caractéristique de tous les gouvernements africains ou bien c'est un peu exceptionnel par rapport à la Guinée? Donc selon les indications qui sont données, le temps de réaction habituel qui est de 3 mois, qui est ramené selon en tout cas les informations qui sont données à 2 mois, on peut considérer que le temps de réaction s'inscrit un peu dans la moyenne ou même un peu supérieur à la moyenne. Voilà. Maintenant, après ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas de dire qui a fait quoi, mais qu'on se mette tous ensemble pour aller dans la même direction, pour lutter contre cette maladie-là, pour que ça s'arrête en Guinée. Oui, alors je ne peux pas vous quitter sans penser à ces grands poètes, à Mpateba, qui a relaté assez profondément dans ses livres ce que c'est la Guinée, notamment la Guinée de l'époque coloniale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France accompagne quand même ce que vous faites au niveau de Guinée pour arriver à ce que cette épidémie soit un peu contenue et voire éradiquée? Voilà, je le dis, aussi bien les autorités guinéennes, les autorités françaises, les organisations non gouvernementales telles que l'Organisation mondiale de la santé sont impliquées dans cette question. Les Nations Unies et toutes les organisations internationales sont impliquées pour lutter contre cette maladie. On sait qu'aujourd'hui les maladies n'ont pas de frontières. Aujourd'hui c'est en Guinée, on a des vols quotidiens entre la Guinée et la France, ça peut se retrouver en France. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde de s'impliquer et les autorités françaises sont impliquées dans cette lutte contre la maladie Ebola en Guinée. Voilà, ce sera ma dernière question. Alors Ebola frappe beaucoup plus les jeunes, les femmes, les hommes ou les personnes âgées? Alors ça, je n'ai pas vraiment de statistiques puisqu'on sait que c'est une épidémie et que c'est en fonction, voilà, peut-être de la situation, mais je n'ai pas ces données-là statistiques en ce qui concerne la partie de la population qui est la plus touchée. Mais encore une fois, à notre niveau en tant qu'association, c'est de créer un élan de solidarité autour de cette question-là, mobiliser des fonds, les employer
en fonction des besoins réels du pays et non pas d'acheter des kits à l'emporte-pièce, mais c'est vraiment de cibler notre intervention pour que ça soit la plus efficace possible. Alors, Monsieur Malik Kadra, le mot de la fin par rapport notamment à la diaspora guinéenne qui est très dynamique ici en France, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je leur dis qu'aujourd'hui, c'est une première étape et qu'il reste une étape décisive pour montrer la solidarité des Guinéens de France à cette question-là. Et pour cela, nous allons passer par nos réseaux d'information habituels, notamment le réseau CAGF, mais aussi, et comme les Guinéens, on se connaît assez bien, on peut prendre contact avec l'organisation de la CAGF, le site de la CAGF est là pour les mails, etc. Pour ceux qui ont des actions, notamment en province, ils peuvent aller sur le site de la CAGF, nous envoyer des emails pour qu'on puisse mutualiser nos efforts pour rendre encore plus efficace notre action envers notre pays. En tout cas, Monsieur Malik Kadra, nous vous remercions. Nous voulons dire à nos téléspectateurs que nous sommes bel et bien ici à la Bourse de Paris, en plein cœur de Paris, hein, et la place de la République est à quelques mètres d'ici. Et donc l'endroit était vraiment très chaleureux, très accueillant. Et je vois que nos frères guinéens continuent à discuter encore, à parlementer, alors qu'on doit libérer la salle. Mais avant de partir, peut-être je prendrai encore... voilà. Mais en tout cas, Monsieur Kadra, Malik, nous vous remercions d'avoir si gentiment répondu à nos questions. C'est nous que vous remercions. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, pour combattre l'épidémie d'Ebola, il faut des moyens. Et les moyens, c'est pas seulement les autres pays qui doivent aider la Guinée, c'est aussi les Guinéens d'abord et même, mais surtout les Africains. Et donc là, nous sommes dans la joie d'accueillir notre maman, notre sœur, qui vient, elle a un don qu'elle veut faire. Maman, vous appelez comment? Je m'appelle Madame Haribo, présidente de l'association Élégance. Élégance veut dire encourager l'évolution de la femme par une nouvelle approche solidaire et sociale. Ben là, je ne vais pas dire que je suis déçue parce que bon, c'est la première réunion, convocation, mais seulement je voudrais demander aux femmes de se mobiliser. Que les femmes sortent, les femmes guinéennes viennent aider, qu'on se mette ensemble autour de la coordination, c'est-à-dire qu'on puisse mobiliser toutes les femmes de la France, les femmes guinéennes surtout. Je vais parler surtout de les femmes guinéennes parce qu'aujourd'hui on ne les a pas vues. Hein. Et pourtant nous sommes nombreuses ici. Nous sommes très nombreuses. Donc je demande aussi à ces femmes qui veulent s'investir séparément de ne pas le faire. De se joindre à nous, de se joindre à la CAGF afin qu'on puisse former vraiment, se mettre autour d'eux et faire ce don pour l'ensemble de la Guinée. Donc je pense que bon, actuellement nous les femmes... Et vous avez quelque chose parce que ça c'est pas n'importe quel papier là. Pas n'importe quel papier, c'est bon, un don qui vient de l'association Élégance. Oui. Disons, nous donnons aujourd'hui un chèque de 500 euros. 500 euros, 500 euros. Ouais. Disons, c'est notre contribution pour lutter contre cette mauvaise maladie, cette maladie qui décime la population. En tout cas, maman, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces dons. Nous espérons que ça va contribuer à ce que les autres puissent être aussi sensibles à ce que vous avez fait et qu'elles puissent, que de nombreuses femmes puissent donner aussi leur contribution par rapport à cette maladie Ebola qui décime la population guinéenne. Monsieur le médecin, bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Je m'appelle Dr Sankan Alioun, médecin généraliste à Paris. J'interviens par rapport, c'est pas des millions que je voudrais attribuer à mon pays dans les circonstances, mais tout ce que je peux faire, c'est d'intervenir au niveau de la communication en tant que professionnel dans le domaine, par rapport au fléau qui se rabat sur notre pays. Donc c'est pas la première fois à l'intérieur de l'Afrique qu'un tel fléau se rabat. On a connu le premier fléau de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola au Congo en 1976. Après, ça s'est succédé dans les différents pays, le Soudan, et on a vécu aussi de façon circonstancielle la même maladie aux États-Unis. C'est une grande puissance à travers des gens qui élevaient des singes et qui, au cours de la manipulation, ont pu attraper le virus. Donc, ce que je voulais dire au peuple de Guinée par rapport à ce fléau, j'ai dû intervenir dans certains sites
dans cette heure-ci pour sensibiliser la population par rapport à. Ça a été une maladresse au niveau de l'éducation de la population qui n'ont pas pu s'imprégner de très bonnes informations au niveau de la consommation de la viande de brousse. Cette viande de brousse qui a été consommée dans la partie sud de la Guinée, qui est à l'origine de cette maladie, c'est-à-dire plus particulièrement la viande de singe. Donc c'est une viande qui a été certainement consommée en état de putréfaction, début de putréfaction, et qui a provoqué une certaine intoxication. Et donc je résume que, en quelque sorte, en rassurant le peuple de Guinée que la récréation de la fièvre typhoïde, la fièvre Ebola, hémorragique Ebola est terminée en Guinée. Et c'est tout simplement de s'appuyer, comme l'a fait Médecins sans frontières, auquel je rends un vibrant hommage par rapport à leur participation dans la plupart des pays d'Afrique, à travers leur fondateur, et aussi un remerciement aussi à leur fondateur, Dr Bernard Kouchner, et qui ont intervenu à un moment opportun, c'est-à-dire en essayant d'organiser le cordon sanitaire médical en Guinée. Je veux dire, dans l'intervalle de 2 mois, c'est ce qui a pu cerner la situation. Il faut que l'on arrive à continuer au niveau de la formation de l'équipe sanitaire guinéenne, au niveau de les interventions de plan d'urgence par rapport à un tel fléau, et ça me révélera, ce sera pour moi quelque chose de très important. Donc en parlant un peu de virus, c'est un virus qui a pour réservoir le singe, les animaux de la brousse, le singe, les chauves-souris, tout le monde connaît le chimpanzé. Donc il faut faire attention, l'Afrique doit faire attention au niveau de cette mutation qui devient très brutale chez nous, du moment que les populations se trouvent dans un état d'ignorance, ils ne connaissent pas la maladie. Et la mutation virale, on a pu avoir cerné la situation au niveau des bactéries. Aujourd'hui, le problème crucial dans le monde, c'est le problème viral. Oui. Donc il faut que l'Afrique fasse attention en accentuant en grande partie ses efforts au niveau de l'hygiène et l'éducation de la population. C'est très très important. Oui. Pas... Mais docteur, je vous coupe pas la parole. Oui, oui. Vous êtes médecin guinéen, vous êtes à l'hôpital de Paris. Oui. Moi j'aurais pensé que comme vous veniez passer un message, vous disiez non, demain je prends mon vol pour aller à Conakry à 8 heures, enfin le premier vol pour aller soutenir mes compatriotes. Or là, oui. Je vous dis très sincèrement, monsieur, que les projets sont en cours. Les projets sont en cours, ça ne va pas tarder. Je tiens rapidement à me mettre à la disposition de mon pays. En tant que médecin, les circonstances m'ont poussé aujourd'hui à prendre une décision de tout abandonner ici pour que je puisse aller servir mon pays. Parce que le problème de ce virus, c'est pas là le problème, en quelque sorte, les symptômes que ça peut présenter. Lorsque on peut revoir quand même les symptômes à travers la conjonctivite, par exemple, qui peut être une première apparence, avant que les céphalées, les maux de tête s'installent, la diarrhée et les vomissements. Par rapport à tout cela, moi, j'essaye de canaliser la situation, qu'ils essayent de penser à un stade où le virus est en état d'évasion, c'est-à-dire de grande multiplication, de penser à faire le ionogramme sanguin et urinaire, parce que il y a un déséquilibre au niveau électrolytique, au niveau du potassium, est-ce que vous comprenez, qui peut être responsable de beaucoup de symptômes que je pourrais vous citer. Moi, je suis à des années-lumière à tout ce que vous dites. Je voulais quand même vous remercier pour ces conseils que vous venez vraiment d'adresser aux autre Guinéens qui vont nous écouter, notamment qui sont là-bas en Guinée, pour dire qu'il faut faire très très attention par rapport à la viande de brousse. À la viande de brousse, la consommation de la viande de brousse, la consommation doit accéder, toute viande, la consommation actuellement doit accéder à plus de 100 degrés, pour tuer vraiment le microbe à l'intérieur. Il faut boucaner la viande. Il faut boucaner la viande pour que l'on puisse vraiment être en sécurité et essayer de repérer les gens qui peuvent être susceptibles à ce niveau, surtout les personnes qui présentent des larmoiements, les conjonctivites, ce sont des gens qui doivent passer directement à un
test, le test qu'on appelle ELISA, qu'on puisse repérer l'état immunologique de la personne, les moyens de défense parce que là je peux conseiller pour l'instant, j'ai pas de remède miracle, j'ai pas de milliards à donner à la Guinée, que les gens puissent, la santé guinéenne puisse commencer à penser à prendre des médicaments tels que la vitamine C qui peut vous donner une certaine immunité, des moyens de défense, la vitamine E par exemple, en attendant que l'on retrouve ce vaccin, et des moyens de prévention actifs, c'est-à-dire tout malade qui est susceptible de nous révéler que les premiers symptômes de la maladie à travers la diarrhée hémorragique, le vomissement hémorragique, hématénèse et méléna, qu'on puisse essayer de directement passer à un test, le test d'ELISA, pour pouvoir connaître les états de défense de son organisme. Et ça me paraît très important, mais je rassure la population à ce niveau que la récréation de la fièvre Ebola est terminée à travers la seule résolution de Médecins sans frontières de pouvoir former le cordon médical d'urgence. Vraiment, monsieur le docteur, nous vous remercions. Il y a quelques jours, nous étions aux Nations Unies où on nous a rassuré véritablement qu'il y avait vraiment une prise de conscience pour mieux éradiquer cette maladie et faire en sorte que ça ne puisse pas se propager dans tout. Voilà. En tout cas, nous remercions aussi notre ami et confrère Roger Bongos qui a assuré la réalisation de cette émission. Nous vous disons au revoir, bye bye, ciao.